Et pour rapidement juste aborder une autre problématique, c'est quelque chose qu'on aurait sûrement bien voulu poser, enfin une question qu'on aurait bien voulu poser à Albert Ali, c'est la question de la double nationalité. Tu Ah vois. oui, ouais, Ouais. ouais. J'ai vu que ça passait aussi sur le chat là, et c'est vrai que je trouve c'est une question très très pertinente. Euh, j'ai souvent eu ce débat dans mon entourage, je parle avec des jeunes de quartier, à savoir dans le cas, et c'est voilà une question toute bête et peut-être un peu difficile, mais dans le cas d'un conflit armé entre un pays, entre deux pays dont tu as la nationalité, enfin pour les deux, tu vois. Je sais pas, hein, je prends un franco-malien aujourd'hui. Je sais pas si on avait déjà parlé de ça d'ailleurs, mais enfin bref, un franco-malien aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un conflit armé au Mali entre la France et bon des forces maliennes, pas forcément le gouvernement malien ils travaillent ensemble visiblement France et Mali. Je veux dire que c'est quelque chose de plausible. C'est une situation qui est très plausible, qui est c'est possible qu'il y ait un conflit réel entre un gouvernement français, enfin l'armée française et l'armée, je sais pas, de Centrafrique ou l'armée du Mali. C'est possible, Ouais, vu on est dans un contexte de conflit, de guerre, etc. Même si c'est des nouvelles formes de guerre, des nouvelles formes de conflit, et moi, je demande aux descendants d'immigrés maliens ou descendants d'immigrés centrafricains ou peu importe, comment tu réagis face à ça? C'est ça que j'aimerais voir, tu vois. Comment tu réagis s'il y a demain un conflit entre ton pays d'origine? Et c'est une question très polémique, je trouve, tu vois. Et je me demande comment les descendants d'immigrés réagiraient là-dessus. Et je sais déjà que tu vas dans n'importe quel quartier, tu vas en bas d'une cité, tu poses la question, le 99% des cas, tu as la réponse. Hein, ils choisiront pas la France, tu vois. Donc ouais, ouais. Albert Ali, pour moi, il fait vraiment l'exception euh, parmi bah lui, enfin, il est plus très très jeune, mais parmi les descendants d'immigrés, je trouve qu'il, enfin, ouais, peut-être pas le marginal, mais un petit peu figure d'exception quand même. Ouais, mais quand même, si on devait donner le choix à tous ceux qui sont un peu dans la même situation, c'est-à-dire lui, là, comme il a expliqué, hein, c'est quoi la troisième génération, il a ses enfants, donc c'est la Ouais. quatrième génération. Ah ouais. Donc eux, ils retourneront pas en Ah ben Algérie. oui, non, mais pour lui la question, je pense qu'elle se pose même pas, c'est sûr, c'est certain. Bah lui-même, je pense que je crois pas me tromper quand je dis qu'il prône un peu l'assimilation, hein. Ah bah oui, C'est à peu près complètement, ça. oui. Ah bah Ouais. complètement, 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 Assimilation, complètement. acculturation, assimilation, je crois que c'est Pourquoi des... acculturation? Alors ça c'est marrant. Tu penses Ouais. qu'ils prennent l'acculturation? Bah non, enfin pas complètement, vu qu'il reconnaît qu'on doit garder des bases, disons, de nos origines. Mhm. Je crois qu'il a bien mentionné ça. Il a dit, bon, même s'il a dit qu'à terme, de façon naturelle, ce sera coupé, les liens seront coupés avec les origines. Ouais. Donc c'est que quelque part, il valide l'acculturation, quoi, le processus d'acculturation. Et visiblement, enfin, qui est quelque chose de naturel. En tout cas, lui, il a pas l'air de dire il faut se battre contre l'acculturation. C'est ce que je dis. Ah mais ça, Ah. c'est parce que la culture, quand tu parles d'acculturation, Oui, parce que est-ce oui, que les jeunes, par exemple, moi quand je vois les jeunes d'aujourd'hui qui ouais, sont sous influence, comme il a évoqué aussi à un moment, qui sont, je veux dire, la culture à laquelle ils se réfèrent, elle est plus proche d'une culture ah oui. américano-mondialiste qu'une culture islamo-maghrébine, quoi. Enfin, tu vois, le fondement de leur culture, moi quand Ouais. je vois un Lafouine ou un machin, enfin tous Oui, les oui. symboles de tous les rappeurs, tu vois, qui Ouais. forgent hein, l'imaginaire des jeunes, ils sont tous dans une culture américano-mondialiste. Même s'ils représentent des racines, oui, oh, bah, je viens du Maroc, d'Algérie, etc. On met des drapeaux marocains dans les titres, mais le fondement de leur logiciel, il est complètement Ouais. américano-mondialiste. Ce serait intéressant d'estimer ou de peser, tu sais,
le poids de la culture américaine et face au poids, en parallèle au poids de la culture, disons, afro-musulmane. Tu vois, d'essayer d'évaluer, je sais pas, en pourcentage, de chiffrer même, tu vois, combien les jeunes sont attachés aux deux cultures. Parce que un truc qui est indéniable, c'est qu'ils sont, enfin pour la plupart, et je veux volontiers m'inclure là-dedans, perdus entre plusieurs cultures. Mais vraiment perdus. C'est quand on parle de perte de repères identitaires, c'est tout ça. C'est le poids de la culture américaine, le poids de la culture mondialiste, etc., le poids de la culture arabo-afro-musulmane. Et ce serait vraiment, je trouve, intéressant de faire des études là-dessus, de voir qu'est-ce qui est le plus influent, tu vois, sur les jeunes. Et moi, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est perdu. C'est-à-dire, on ne sait pas. C'est vraiment le J'ai l'impression d'un mix, c'est-à-dire qu'il y a un peu de, tu vois, d'arabo-musulmans, il y a beaucoup d'américains, il y a un peu de français, il y a un peu, tu sais, puis tout ça, ça se mélange, ça fait une espèce de gloubi-boulga mondialiste un peu, quoi. Tu vois, l'homme soit sans repères, soit au contraire avec tellement de repères que t'en as plus, quoi. Parce que bon, c'est un peu le principe, pour donner un exemple. C'est comme souvent, t'as dû en croiser. Moi, j'habite en banlieue parisienne, et puis je vois le mec, il est en djellaba avec. C'est la Air Max. Ouais, non, je vois j'allais le dire. C'est le symbole de ça, voilà. Tu vois, de cette culture complètement gloubi-boulgaïsée, quoi. Tu vois. C'est vrai que c'est vachement symbolique de ça, de cette culture, comme tu dis, ouais, le gloubi-boulga, de la culture américano, arabo, machin, tout mélangé, et ça se retrouve sur le sol français. Et derrière, t'as tous les autochtones qui sont là en train de toquer et de gueuler, ouais, et les gars, vous nous oubliez, quoi. Tu vois. Ouais. Et en gros, le message d'Albert Ali, c'est un peu de dire revenir aux bases, quoi, de la culture française et oublier un petit peu toutes les cultures extra françaises, en fait, pour garder l'essentiel, c'est-à-dire des bases théologiques auxquelles on tient, qui sont en réalité l'essentiel, hein, parce que le paraître, enfin, tu sais, aller en djellaba à la mosquée, c'est pas comment dire, quelque chose qui est requis forcément, tu vois. Surtout quand tu vis dans un pays étranger, enfin étranger, pas étranger, étranger à ta tradition, à ta culture. C'est pas un mal non plus d'essayer de se fondre un petit peu dans le paysage français. La dernière fois, c'était le débat sur les minarets, etc. Mais qui sérieusement veut imposer un minaret pour sa mosquée, tu vois? C'est peut-être super, c'est joli. Moi, je suis un grand admirateur de l'architecture arabo-musulmane, etc., des mosquées. Mais je vais dire, quand tu es en France, si ça te dérange un petit peu, si c'est quelque chose qui va pas plaire aux autochtones et aux personnes qui vivent sur le territoire, pourquoi tu vas les forcer? D'ailleurs, je pense pas que c'est très malin, en fait, d'afficher des codes vestimentaires, des codes architecturaux, etc., qui vont pas dans le paysage français. C'est vrai que dans ce sens-là, je suis d'accord avec Albert Ali et Kamel Béchik sur j'aime pas les mots intégration, assimilation, acculturation, etc., parce que j'ai toujours envie d'être très attaché à ma culture d'origine, parce que j'ai pas envie qu'il lui arrive la même chose qui arrive à la culture française, tu sais, qui est en train de se perdre à cause de l'américanisation et du mondialisme. Si on pouvait éviter ça pour les cultures africaines, ce serait bien, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve dommage parfois d'insister sur le paraître et les codes vestimentaires qui vont pas bien, les codes d'architecture, et c'est tout un tas de choses qui sont juste dans le paraître, en oubliant. Et finalement, ces gens qui sont dans le paraître, ils oublient finalement le message essentiel, tu vois, la base essentielle théologique, comme le rappelait Albert Ali. Il faut revenir à l'essentiel. Voilà, t'as ta sphère privée, tu pratiques ta religion comme tu veux. Et puis dans l'espace public français, bah faut choisir, quoi. C'est très intéressant en plus parce qu'Albert Ali, justement,
parlait des minarets, lui il dit aussi, voilà, il dit la même chose, hein, effectivement, que pour que l'islam se fonde, il ne faut pas qu'il y ait des minarets, il faut au contraire que cet islam il naisse de Français qui s'inspirent de codes architecturaux français pour que l'islam vienne se greffer à la France naturellement. Et il me donne l'exemple des Chinois, et c'est vrai qu'il montre comment dire, ces mosquées chinoises qui se fondent dans le paysage chinois, parce que ça ressemble il y a des codes architecturaux chinois, mais il n'y a pas de minaret plutôt moyen-orientaux. On sent que c'est vraiment des bâtiments avec les formes chinoises, voilà, espèces de pagodes, etc. Mais ce sont des mosquées. Et il dit, et donc l'islam, comme ça, c'est fondu, a pénétré la nation chinoise, et voilà, depuis des milliers d'années, ils s'en portent bien, quoi. Enfin, depuis la création de l'islam, quasiment. Ah ben là-dessus, enfin, je suis d'accord. Enfin, la communauté chinoise plutôt, c'est presque un modèle en fait pour toutes les minorités qui coexistent en France. C'est un modèle, je sais pas si c'est un modèle d'intégration ou quoi, mais en tout cas, la communauté chinoise fait pas parler d'elle, fait rarement parler d'elle en mal, quoi. Tu vois? Je sais pas, moi, la dernière fois que j'ai entendu un problème sino-français, je m'en rappelle même pas, tu vois. C'est que il doit pas en avoir tant que ça. Hein. Je sais pas, c'est peut-être aussi comme Albert Alif disait qu'ils ont des liens extrêmement forts avec le pays d'origine, comme la communauté turque aussi. Est-ce que c'est pas aussi le fait, alors ça, tu sais, il y a une explication qui tient de l'histoire. Est-ce que les Vietnamiens en particulier, ayant mené une guerre de décolonisation contre la France, une guerre qu'ils ont gagnée, je le rappelle, sur le plan militaire, hein, alors qu'en revanche, on sait très bien que la guerre d'Algérie, c'est une victoire militaire pour la France, mais c'est une défaite politique. Hein. La France, elle a perdu sur le plan politique. Donc, est-ce que c'est pas un peu ça qui n'est pas digéré quelque part par les deux côtés, quelque part par la communauté française et la communauté algérienne, alors que vis-à-vis de cette communauté vietnamienne, je veux dire, c'est presque un partout, quoi. Ils disent, bon, bah, les Français sont venus nous envahir, ils nous ont colonisés, mais on les a mis dehors avec la même violence militaire qu'ils étaient venus nous occuper, alors que finalement, en Algérie, c'est passé différemment, puis... Je crois que l'Algérie, tout comme un grand nombre de pays africains, est toujours resté depuis l'indépendance, toujours resté quand même un minimum sous l'influence de la France, l'influence politique, économique de la France, comme le Mali, comme tout l'ancien empire colonial français en fait. Hein. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. La preuve de ça, c'est les interventions militaires récentes dans les pays proches du Sahel. Donc au final, peut-être que l'histoire France-Algérie est toujours en train de s'écrire. L'Algérie n'a pas totalement fait scission avec la France, et la France n'a pas du tout fait scission avec son ancien empire colonial. Comme le disait un comédien bien célèbre, c'est des indépendances de façade en réalité qui ont été gagnées par les pays africains. Encore que l'Algérie, elle soit quand même un des pays les plus les plus autonomes, on va dire, si on veut. Autonomes dans cette communauté africaine. Hein, parce que l'Algérie, bon, dès le début, quand même, il y a eu une guerre d'indépendance. Et puis ça a conféré quand même une légitimité, un pouvoir fort au gouvernement de Boumedienne dès le départ. Ouais, et une force au peuple algérien qui s'est vu, comment dire, qui a, tu sais, tu connais bien le patriotisme algérien, tout ça vient de là. Dans beaucoup des pays, arabes et notamment des pays du Golfe, l'Algérie, ça reste la patrie du million de martyrs. Et tout ça s'inscrit dans la légende un peu algérienne qui donne cette force patriotique à son peuple. Oui, bien sûr. En plus, la nation algérienne, elle s'est bâtie en opposition à la nation française à une époque où la France était un pays très nationaliste. Je veux dire, là, on parle
Ouais, et donc forcément, je trouve que les Algériens, ils ont gardé la mesure de cet ancien nationalisme français, alors que le nationalisme français, lui, depuis, il s'est effondré, alors que le nationalisme algérien, bah, il a perpétué, il a continué, et avec la même force, la même vigueur, le même entrain. Hein. Les Algériens ils sont très patriotes, très fiers de Voilà, l'Algérie. Ils mettent des drapeaux algériens partout. voilà. Ça, et en ça, ils étaient proches des Français, mais des Français des années 60, pas des Français de 2014, quoi. Et ouais, et tout le problème que Albert Ali vient poser, et bon, je le dis aussi Kamel Béchik, parce que je trouve ils sont vraiment quasiment sur la même ligne. Hein. Je veux dire, c'est deux personnages qui sont sur la même idée. Le problème qu'ils viennent poser, c'est celui-là, c'est soit de faire le deuil de son pays d'origine, aussi patriote qu'on soit ou que ses parents soient, euh, soit choisir d'assumer ce patriotisme et jusqu'au bout, c'est-à-dire et de revenir peut-être sur la terre algérienne, en Afrique, tu vois. Je Ouais, c'est trouve vrai. que c'est vraiment tout le problème que Albert Ali vient poser, c'est de dire aux jeunes descendants d'immigrés, vous devez faire un choix en fait. Il faut vraiment faire un choix, tu vois. Tu peux pas te contenter d'un jour, quand tu pars en voyage, dire que tu es français, comment dire, te reconnaître français, t'identifier comme un français, et le lendemain, quand tu reviens à Paris ou à Marseille, cracher sur toute la culture française et te revendiquer comme un Algérien, un Tunisien, un Marocain, un Malien, un Comorien, etc. Tu vois. Ouais. Alors justement, là, il y a plein de. Alors, il y a par exemple, Solon Laténia, il nous dit à l'invité que ce sont les Wahhabites qui disent que l'innovation est interdite, alors il s'habille en djellaba, et pour les minarets, c'est pareil, etc. Donc, il parle de cette influence de cet Ouais, mais islam wahhabite, voilà, alors, je vais te dire une qui chose, prône, moi. Voilà. qui prône tout ça, ouais. Tu sais, c'est pas, on entend beaucoup, et je crois que c'est dû aussi comment dire, aux gens qui vont pas. Là, je parle pas de la personne là qui intervient sur le chat, mais il y a beaucoup de personnes qui vont pas suffisamment vraiment creuser l'information sur ce que peut être le wahhabisme, toutes ces espèces de courants, le takfirisme, comme maintenant on l'appelle Soral. Euh, il y a, il faut vraiment essayer d'identifier clairement euh, qui sont les personnes qui peuvent être influentes dans ces courants, dans ces mouvements-là, tu vois. On peut pas juste dire, ouais, toute l'Arabie Saoudite c'est des pourris, tout le Qatar c'est des pourris, tu vois. Ça, je trouve, c'est super réducteur de dire ça, tu vois. Il y a des gens en Arabie Saoudite et au Qatar et dans les Émirats qui font des merveilles, tu vois, qui sont des donateurs généreux, sincères, par exemple, etc. Après, pour ce qui est de la critique des personnes qui financent, par exemple, les radicaux en Syrie, en Libye, etc., oui, là, on est d'accord. Évidemment, c'est du grand n'importe quoi. T'as une personne comme le prince, j'oublie son nom, c'est un prince saoudien. Le prince Bandar. Oui, voilà. Merci, merci pas. Ouais, c'est lui Bandar. qui dit qu'en gros, aujourd'hui, le meilleur allié d'Arabie Saoudite, c'est Israël. Euh, Ah bah oui, bah, crois-moi, clairement. Ouais. voilà, mais crois-moi que ça, c'est un discours qui est pas déjà qui est pas super médiatisé en Arabie Saoudite. Je peux le dire parce que je côtoie des Saoudiens à qui enfin que j'ai soumis à ces questions-là, tu vois, et qui m'ont répondu très sincèrement. Déjà, c'est quelque chose qui n'est pas diffusé très publiquement, très largement en Arabie Saoudite. Donc, c'est quelque chose qui est gardé un peu secret du grand public saoudien, qui évidemment serait jamais d'accord. Faut savoir que l'Arabie Saoudite est aussi composée de vieilles tribus, la tradition bédouine, tu sais, des bédouins, des vieux Ouais, bien sûr. bédouins Bien du sûr. désert, tu vois, des mecs, tu vas leur dire que tu as envie de faire une alliance avec Israël, et ils vont te sortir une lame de 6 mètres et ils vont te trancher la gorge avec, tu vois. Donc, Il y a faut beaucoup de essayer. chiites aussi, il y a beaucoup de problèmes avec les chiites. Il y a des chiites, il y a des chiites. En Énormément de gros, en chiites. fait, les chiites en Arabie Saoudite, en fait, ils leur ont réservé une partie un peu du territoire, en fait. C'est Oui. au nord, nord-est de l'Arabie Saoudite, en gros, les chiites. Mais par contre, c'est vrai que les chiites là-bas, ils ont pas
comment c'est pas qu'ils n'ont pas de droits, ils ont tous les droits que comment dire, les résidents saoudiens ont, mais ils n'ont pas de droit de propager, par exemple, leur théologie, leur idéologie, tu vois. Oui, et puis il y a quand même des problèmes, puisqu'il y a eu des grandes manifestations, hein. Voilà. Il y a 2 ans et tout, qui ont été très... Pareil. Ouais. Voilà. Au Bahreïn, mais c'est l'Arabie Saoudite, ouais, qui est venue en Ah plus oui, oui. intervenir au Bahreïn, mais même sur le territoire saoudien même, il y avait des troubles avec les communautés chiites, hein, des troubles Et là, mais là, et en là encore. solidarité avec le Bahreïn, ouais, tout Et à là, fait. encore plus récemment, tu as dû entendre les problèmes des immigrés, des Éthiopiens, pardon, des Éthiopiens et des Somaliens en Arabie Saoudite. Tu vois, tu sais Ah, ils ont renvoyé, ils ont renvoyé, je crois, 55 000 personnes en Éthiopie, des immigrés illégaux. Ils ont fait une traque aux immigrés, et tu as les immigrés qui se sont rebellés dans les villes, dans les grandes villes, et ça a donné lieu à des trucs. Ça a donné lieu, tu sais, un peu de casse. Et ils ont bloqué des rues, ils ont fait de la casse, etc., etc. Et au final, ça s'est réglé. Ils ont renvoyé une grande quantité d'immigrés, alors illégaux ou légaux, je sais pas, mais ah bah, c'était des légaux, apparemment, c'était des travailleurs, hein, moi, c'est ce que j'ai vu. ouais. Donc, c'était De toute beaucoup façon, plus légaux. c'est vrai qu'il y a des gros problèmes qui se posent en Arabie Saoudite. Hein. Tu sais, on peut le dire, hein, l'esclavagisme et tout, tu vois, Bien l'esclavage sûr, parce que moderne. clairement, l'Arabie Saoudite, c'est quand même une nation, c'est quand même la seule nation du monde, il n'y a pas d'autre exemple, je crois, d'une nation qui porte le nom d'une famille et Voilà, ouais. qui est dirigée donc par cette famille telle une main de fer. Ah, il n'y a absolument aucun. Alors là, pour le coup du régime, on est pire que dans l'autocratie autoritaire, hein, donc on est dans Ouais. Mais là, je le suis d'accord. despotisme dans sa quintessence en Arabie Saoudite quand même. Il n'y a pas de régime plus. On peut pas faire plus despotique. C'est une famille qui contrôle le pays, quoi. Et c'est toujours la même chose. Une seule famille. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas il y a pas de parlement. Il n'y a rien. Ouais, moi franchement, je trouve très intéressant ce qu'on dit sur l'Arabie Saoudite et c'est très pertinent aussi. J'indique juste qu'il parfois faut quand même garder une certaine mesure et des nuances sur qui sont vraiment les responsables. Faut essayer d'identifier vraiment les responsables parce que je le dis, il y a quand même une partie du peuple saoudien qui est pas comme ça, tu vois, Non, je veux qui bien font pas, croire. Moi, je qui font parle pas des ouais. autorités saoudiennes, Oui, quoi, oui, oui. celles qui contrôlent le pays. Tu vois, comme Voilà. quand on parle d'Israël, c'est la même chose. En Ouais, Israël, il ouais. y a forcément des gens bien, il y a forcément des tas d'Israéliens qui ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement israélien, qui portent un regard critique même sur l'existence, etc., et comment cet État il s'est créé. Mais néanmoins, les autorités israéliennes, qui suivent une certaine politique depuis des années, vont dans le sens d'une domination totale, de l'écrasement des Palestiniens, etc. Et là, et du côté saoudien, c'est d'ailleurs, voilà, quand le prince Bandar il se déclare proche d'Israël, c'est pas étonnant parce que moi, ils me font penser à des musulmans sionistes. Hein, je te le dis clairement. Hein. Pour moi, la politique qui est menée par l'Arabie Saoudite, qui en plus atomise tous les opposants. Alors, elle n'aide pas les Palestiniens, on les a jamais aidés, parce que si l'Arabie Saoudite avait tapé du poing sur la table, ça fait longtemps qu'il y aura eu un Ah, État palestinien. tu veux, il y a eu le roi Faisal en 73 quand même, mais bon, euh, Oh, tu sais ce qui lui est arrivé, quoi. oui, oui. Donc, c'est en 73, après comment dire, après une réunion à l'ONU où le roi Faisal d'Arabie Saoudite attendait des États-Unis qu'ils soutiennent la solution à deux États, les États-Unis font savoir à l'ONU qu'ils soutiennent de manière éternelle le grand discours comme d'habitude d'Israël et qu'il est hors de question d'avoir un État palestinien tant que les problèmes de sécurité d'Israël ne sont pas réglés, etc. À partir de là, le roi Faisal, blocage, embargo sur le pétrole, les prix qui flambent, la crise pétrolière qui s'ensuit, et un an et demi après, il se fait assassiner. Ah bon, hasard ou pas, parce que c'est son neveu qui l'assassine pour des raisons personnelles. Mais bon, hasard ou pas, ça profite bien voilà, comment dire, à l'axe américano-sioniste, hein, qui derrière met en place un gouvernement saoudien bien sympathique, bien gentil, bien docile. C'est vrai. Et C'est vrai, tu vois, donc c'est vrai parce qu'il paraîtrait même que là, en ce moment, ils sont à la manœuvre parce que les États-Unis veulent imposer évidemment leur pouvoir en Arabie Saoudite et il y a des velléités d'opposition qui sont en train de s'installer. Il y a une fission, des fissures apparemment au sein même de la famille saoud où il y a plusieurs ouais, courants, tout le monde n'est pas d'accord.
Ouais. Ce qui Donc est on en sûr, avait c'est parlé. ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la géopolitique, l'Arabie Saoudite est en train de s'isoler toute seule, bêtement, à cause notamment de son insistance face aux problèmes syriens. Tu sais, ils ont insisté tellement pour l'intervention militaire en Syrie qu'aujourd'hui, avec le refus des États-Unis et de la Russie, de la Chine et des États arabes, bah, ils se retrouvent un peu tout seuls sur cette question et à pas lâcher l'affaire en fait. C'est un jeu un peu, c'est un jeu pas très malin, pas très intelligent qu'ils sont en train de jouer. Ouais. Ah bah là, on nous dit, alors, c'est pour revenir au débat de tout à l'heure, j'imagine, c'est Maxo, il dit il y a une différence entre vouloir garder sa culture et vouloir l'imposer aux autres. Il y a une différence entre vouloir garder sa culture et vivre comme au bled. Et encore, pour la minorité qui reconnaît réellement sa culture d'origine, l'islam qui gêne en France, c'est un islam saoudo-qatari et non un islam maghrébin. Moi, j'avoue, je connais pas, enfin, pas que je connais pas, mais j'ai du mal à voir ce que c'est l'islam saoudo-qatari. Pour être très franc, il faudrait clarifier ce que c'est l'islam saoudo-qatari en fait. Bah, pour moi, alors moi, Ouais, ce que j'explique, hein, ouais. je ne suis pas musulman, je Non, non, mais précise. J'ai beaucoup d'acquaintance avec l'islam parce que j'aime beaucoup la religion musulmane. Mais pour moi, ce que je fais comme différence, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui en parle aussi sur le chat, c'est que on a l'impression que l'islam qui a été importé par les saoudo-qataris, justement, c'est une espèce d'islam un peu plus radical, hein, avec des codes, voilà, on revient à la djellaba, les femmes ouais, doivent se voiler, etc. Alors que l'islam maghrébin paraît beaucoup plus ouvert, j'ai envie de dire, un peu plus justement euh, un peu plus compatible, plus mélangé, voilà. Comme si l'islam maghrébin, ça se voit qu'il vient d'un ferment où il y a eu plein de oui, communautés. Alors oui, que l'islam du Golfe, on sent que c'est un ferment qui a poussé contre une certaine communauté, qui arrive comme ça et puis qui impose ça aux autres en plus. Hein, sachant que, selon ce qu'on avait discuté avec Thierry Messant, cet islam radical-là a été choisi, hein, entre guillemets, poussé à partir des années 20-30. On sait que c'est les services britanniques qui ont créé les frères musulmans et qui se sont emparés de mettre au pouvoir. Justement, c'est le cas de la famille Saoud, c'est ce qu'on lui reproche, puisque c'était la secte, justement, cette secte wahhabite, était la forme d'islam la plus hardcore possible et qui était rejetée justement par tous les musulmans. Donc oui, c'était une façon de les tenir aussi plus facilement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils imposent ça comme la norme islamique, et rien qu'en imposant ça par la norme islamique, ils opèrent, je trouve, une destruction de l'islam en détruisant l'idéologie de l'islam. Parce que ouais, les gens maintenant ne s'imaginent ouverture. l'islam que par ce voile, par la djellaba, par une espèce de radicalisme, etc. Les gens ne voient plus l'islam autrement que ça. Bah voilà, bah là-dessus, on comprend mieux la distinction, c'est vrai, entre peut-être deux formes. Moi, tu sais, ça me pose un problème, ça me dérange un peu de parler de plusieurs formes d'islam, tu vois. Enfin, Mhm. tu dois me comprendre, mais quand on dit oui, l'islam wahhabite, l'islam maghrébin ou l'islam machin, d'accord, il y a peut-être une pratique de l'islam qui est influencée par des traditions, par des peuples. Mais l'islam, c'est un seul message, a priori. Hein. En principe, il n'y a pas 3, 4, 5 formes différentes d'islam. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être des traditions et des coutumes et des peuples, etc., qui vont influencer la pratique de l'islam. Quand on parle, par exemple, quand tu me parles, par exemple, de ces gens qui veulent ouais, revenir à des choses un peu archaïques, pas de la violence, mais être strict au maximum, etc. Là, oui, d'accord, je veux bien entendre cette définition de l'islam saoudo-qatari opposé à un islam plus ouvert, plus dans la tolérance, l'intégration, l'adaptation, etc. C'est vrai. Donc effectivement, mais il faut pas compter sur l'État français pour lutter contre l'influence, comme c'est d'ailleurs le cas au Royaume-Uni. Faut pas compter sur eux pour lutter contre cette influence du Golfe, on va dire, Ouais. sur les jeunes
Et puis c'est très intéressant de voir des gens qui sont eux-mêmes influencés par ça dire ce qu'ils en pensent, tu vois. Ouais. Entre guillemets des djihadistes en puissance, quoi. Savoir ce qu'ils ont un petit peu dans la tête parce que ils doivent être vraiment, vraiment, vraiment déconnectés du message essentiel de l'islam, tu vois. Euh, Voilà, ouais. et bon, effectivement, ouais, l'islam saoudo-qatari, c'est spécial, ouais, c'est spécial. Les gens Ouais, sont... parce que moi j'ai vraiment, tu vois, je me place à l'extérieur, si on peut dire, et c'est comme ça que je vois, parce que j'ai vu deux formes d'islam. Comme tout à l'heure, il y a quelqu'un, mais je crois que c'est Jacques Ojac, qui parlait d'un basculement à partir des années 90, et moi j'ai vu aussi ce basculement, donc on a eu le même sentiment, c'est de savoir qu'avant, il n'y avait pas de problème avec l'islam, et d'un coup, on a vu arriver des codes aussi, voilà, des femmes qui mettent des burqas. On n'avait Ouais, jamais vu ça en France, tu ouais, vois. ouais. C'était un phénomène complètement récent. Donc, ce qui veut bien dire que même la première génération des femmes qui ont immigré, je veux dire, dans les années 50 ou 60, ou même comme certainement la grand-mère d'Albert Ali, comme il disait lui-même, qui a immigré juste après la Seconde Guerre mondiale, on peut imaginer qu'elle ne se promenait pas comme ça Ouais. déjà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces Et, nouvelles générations s'accaparent ces codes? ouais, mais Et, là-dessus, c'est vrai. Ouais. Tu vois, c'est qu'il y a des agents d'influence quelque part qui ont joué, c'est sûr, c'est certain. Par contre, juste sur la burqa, on va la rappeler, même si on l'a déjà fait plein de fois, c'est vraiment oui, lié à des des traditions. traditions, bien sûr. Je crois que c'est plus d'Asie centrale, hein, Oui, Afghanistan. la burqa Ah, ouais. centrale, le niqab, c'est plus le golf, c'est Voilà, ça? qui se retrouve aussi dans le Golfe, mais c'est même pas, je crois que c'est même pas originaire du Golfe, je crois que c'est plus originaire d'Asie centrale vraiment. L'Asie centrale, d'accord. Ça se retrouve beaucoup, ça s'est retrouvé énormément dans le Golfe, notamment en Arabie Saoudite, et c'est arrivé par je ne sais quel procédé en France, c'est vraiment, et là là je suis d'accord, ça peut être que au moins surprenant pour le Français de base qui se promène dans la rue en France, ça doit être un choc. Euh, Ça doit être un choc culturel, comme disait Albert Ali. Oui, là, il y a dû avoir des agents d'influence qui ont joué et une mauvaise compréhension peut-être de certains. Parce qu'en plus, le pire, c'est que ça s'est retrouvé chez des gens convertis en plus. Ah oui, complètement, oui. Alors ça, oui, oui, Donc quoi, totalement. peut-être que ces gens qui ont été, enfin, qui ont été, tu vois, parce que ce lapsus veut tout dire, qui se sont convertis. Ces gens qui se sont convertis, ils ont été peut-être beaucoup influencés par peut-être ces agents d'influence, d'influence un peu trop stricts, un peu trop sévères et pas très francophiles. C'est moins qu'on puisse dire ça. Ah oui, ah, mais c'est clair. Non, ben là, alors, on dit en plus, bon, il y a des gens qui sont assez d'accord avec cette vision du wahhabisme. Par exemple, on dit le wahhabisme est une secte et les musulmans ne le savent pas eux-mêmes. En fait, Euh, le wahhabisme, il faut savoir de quoi on parle. Le wahhabisme, ça vient de Abdel Wahab. C'est un des, en gros, des fondateurs de l'actuelle Arabie Saoudite, qui était avant un espèce de désert bédouin et qui, en gros, a été pris d'assaut, vraiment assiégé par fameux Abdel Wahab là. Ça vient de lui, hein, wahhabisme, tu vois. Donc, tu avais des bédouins dans le désert d'Arabie Saoudite, des tribus qui vivaient en tribus, tu vois, en plein de tribus dans tous les coins d'Arabie Saoudite. En gros, il est venu et il a un peu, il les a un peu fédérés et cet homme-là, c'est pas un religieux, c'est pas un théologien, tu vois, à la base. Hein. C'est je sais pas, c'est un chef de guerre, on va dire. C'est un chef de guerre ouais, ouais. qui a des idées, qui avait des idées bien précises sur la religion, effectivement des idées très strictes sur l'application de la religion. Et aujourd'hui, si tu dis wahhabisme à un Saoudien, il te rigole au nez, tu vois. Pour lui, ça veut strictement rien dire, tu vois. Moi, peut-être plus l'idée de. Je sais pas si tu as vu la dernière conférence de Soral qui préfère parler de takfirisme maintenant, tu vois. Ouais, mais il parle de takfirisme par rapport à une. Alors, justement, j'avais demandé la différence une fois à Thierry Messant, il me disait que c'était un autre courant proche du wahhabisme, les takfiristes, Tu vois, on s'y retrouve plus avec tous les mouvements, les qui machins. viendraient, voilà, plus justement un peu plus au nord, quoi. Hum, Donc, ouais, enfin, tu vois, je sais pas si on peut en plus ouais, localiser les mecs et tout. Enfin bon,
Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'il y a des agents d'influence d'un côté trop radical de l'islam, c'est vrai. Faut savoir que l'Arabie Saoudite, quoi qu'on en dise, il y a des prêcheurs radicaux qui sont mis en tôle hein, en Arabie Saoudite. Hein. Ceux qui, par exemple, appellent au djihad en Syrie ouvertement, il y en a qui sont mis en tôle, tu vois. Il y en a qui sont mis en prison. Bon, alors voilà, ils veulent peut-être pas faire trop monter la mayonnaise, même s'ils sont dans le fond, ils sont peut-être d'accord, tu vois. Mais ouais, comme je dis, faut rester nuancé, tu vois. J'aime pas, par exemple, les raccourcis, avec toute l'admiration et le respect que j'ai pour Alain Soral hein, et Salim Laibi par ailleurs. Les raccourcis, Tariq Ramadan travaille pour une chaîne qatari, c'est un islamo-sioniste. Tu vois, ces genres de raccourcis-là, je trouve c'est super réducteur par rapport à l'apport que peut avoir un type comme Ramadan. Et je rappelle au passage que Kémy Seba, par exemple, n'affiche pas en public ses désaccords avec Ramadan, tu vois. En public, il reste courtois avec lui, il lui passe, comment dire, il reste amical et courtois. Et voilà. Même s'il y a des sujets sur lesquels ils sont en désaccord, ils vont pas s'insulter publiquement, etc. Tu vois. Et bon, je trouve qu'il faut laisser ces genres de querelles aux protagonistes et pas prendre position parce que forcément eux sont pas d'accord, tu vois. Il y a des choses où, d'accord, on doit rester soudés, etc. Mais quand ça touche à des querelles personnelles, je crois que on peut laisser les querelles aux adultes et les laisser se débrouiller entre eux et pas forcément, tu vois, insister sur les dissensions dans la dissidence, tu vois. Je rappelle que Ramadan, il était sur la liste de Cohen aussi, que même s'il passe dans les médias, c'est parce qu'il joue ce jeu de grand diplomate qui va pas être super radical. Il faut de tout, tu vois, il faut de tout. Il faut des radicaux, faut des diplomates, il faut de tout dans une lutte idéologique. Enfin bon, je suis petite digression là. Bon, je veux pas me faire l'avocat du diable ou quoi, mais ça paraissait important de préciser parce qu'on on a vu ce débat sur le chat. Bon, voilà. Bah, il y a eu pas mal de réactions, bah, tu verras, parce que là, on arrive à la fin de l'émission. Mais il y a pas mal de questions, bah, enfin, des gens de toute façon qui reprennent en disant, par exemple, on me dit, oui, sioniste et musulman, c'est antinomique. Bah, à la base, je serais d'accord, sauf qu'on on peut parler de musulmans sionistes dans la mesure où c'est des gens qui se prétendent musulmans et qui à la fois soutiennent les sionistes. Donc je ne sais pas comment on peut faire autrement. Hein. C'est un peu, oui, antinomique, mais ça correspond bien en tout cas à l'état d'esprit de l'Arabie Saoudite quand même. Donc, bah écoute, à l'assaut, merci. Merci beaucoup de m'avoir permis de m'évader de mon cloître polonais, encore une fois, pendant quelques minutes. Et bah, bonjour à tous les métallos, à toute la team, à la régie, etc. Toujours à l'affût de quenelles et de quenouilles. Ouais, si, ça marche. Bah, merci à toi. Ça fait plaisir en tout cas, il n'y a pas de souci. Tu reviens quand tu veux à l'assaut, il n'y a pas de problème. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée, salut. Marche, mon mic n'était pas branché, donc c'était à l'assaut avec nous en direct. On le remercie, on le remercie d'être venu. Alors attends, il faudrait juste que j'arrive à couper ça, voilà. Et donc voilà, merci en tout cas d'être intervenu à l'antenne. Un débat encore qui va pas s'arrêter. Vous avez mis des tonnes de commentaires parce que il y a tellement de choses à dire de toute façon sur ce sujet que je crois que c'est un peu inépuisable et on aura l'occasion d'y revenir. Il y a plein de réactions par rapport à la famille Seoud. En tout cas, bon, moi j'oublie pas que c'est quand même un agent du MI6 qui est parti donner l'indépendance à toute cette région. Un certain Laurence d'Arabie qu'on nous présente comme un héros britannique qui est venu dans cette région pour expliquer aux Arabes, écoutez, il faut vous révolter contre l'Empire ottoman et réclamer votre indépendance. Un agent britannique bien connu et de rentrer dans nos livres d'histoire comme un héros aventurier d'une certaine époque. Voilà comment on a accompli l'histoire. Voilà, je sais que vous êtes assez d'accord, il y en a pas mal qui ont mis oui,
Voilà, il y a eu pas mal de problèmes avec le basculement, le wahhabisme. Bon, bah écoutez, c'est des sujets, je vois, qui vous intéressent. On en reparlera. Demain, on se retrouve même heure, même endroit avec Quinto Vasquez. Donc, ça va être encore du rap. Hein, putain, ils en ont marre, les mecs. On va leur faire des overdoses. Donc, demain, Quinto Vasquez. Mais on va avoir une discussion, je pense, une entrevue très intéressante, puisque voilà, il fait partie de ce qu'on appelle, pour moi, les rappeurs dissidents. En tout cas, il est en dissidence avec tout le reste du mouvement rap, comme beaucoup de rappeurs qui viennent ici, vous l'avez remarqué. Et ben voilà, on parle de ça demain avec lui. Merci à vous tous d'être présents. Merci voilà, tous ceux qui étaient sur le chat, comme d'hab, Doom Doom, Victor, Solo l'Intélien, Fire, Ranky, Lozi, Youssouf le Croyant, Atanor, Polo de Lisbois, moi Tascan, Free My Mind, Alasso, Zilzel, Tanel, Rémi 78, Youssouf le Croyant, Tanel, etc., etc. Vous êtes tellement nombreux que je peux pas tous vous citer. Cyrine, Mehdi Landru, Malababs, etc., Mister Quenel, Pipo, hein, Cyrine du 38, c'est pas Amandine, j'espère, peut-être une copine, je sais pas. Non, bon, je rigole. On se retrouve demain et voilà, vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À vous la régie.